J'ai le plaisir pour le prochain bloc intitulé Les défis de demain européens d'inviter sur scène son Excellence Monsieur Petros Mavromichalis, ambassadeur de l'Union européenne à Berne, qu'on commence gentiment à bien connaître, vu que c'est quelqu'un qui, et on lui est reconnaissant pour ça, qui n'hésite pas aussi à faire part de la position de l'Union européenne activement en Suisse, une chose importante, et on est vraiment très content de l'avoir avec nous aujourd'hui ici à Berne. Je vous propose de starter cette nouvelle discussion, de vous asseoir là. Moi, je vais m'asseoir ici, comme ça on peut les deux. J'espère qu'on pourra voir les vidéos aussi sur l'écran là en bas, peut-être. Oui, vidéo, un élément important parce qu'on souhaitait, durant toute cette journée aussi, d'ouvrir la discussion avec des invités externes, des invités européens. Alors, vous êtes un invité européen, mais basé à Berne. Et pour cette discussion-là, on aurait souhaité avoir Guillaume Clossa ici avec nous. Il n'était pas disponible aujourd'hui, mais où j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui il y a une semaine. L'entretien a été enregistré. Il sera dans sa version complète à disposition en ligne. Aujourd'hui, pour la discussion, on va vous diffuser quelques extraits qui nous permettront d'avancer un peu dans les thématiques qu'on a prévu de couvrir ensemble. Guillaume Clossa, c'est un penseur, un acteur européen. Il connaît bien la Suisse. Il a été en poste à Genève. Et là, je dois m'excuser parce que je ne sais plus le nom exact de cette institution, mais c'est l'institution qui produit l'Eurovision. Donc, c'est l'institution européenne de la radio et la télévision, mais le titre, probablement, n'est pas tout à fait. Alors, peut-être. Voilà. En tout cas, faites un tour sur Internet, vous retrouverez sûrement autrement la dénomination complète. Donc, voilà, on souhaite parler de l'Europe, des défis de demain, de leur dimension européenne. Et pour démarrer la discussion, je propose qu'on écoute Guillaume Clossa. Je lui ai posé la question de est-ce que le projet européen est encore un projet d'avenir. On peut volontiers starter la première vidéo. Il faut voir ce que c'est que le projet d'Union européenne et d'où il vient, en fait. Et le projet d'Union européenne, c'est quelque part de tirer les enseignements de 3 siècles de civilisation européenne née avec la Renaissance, qui était la civilisation à la fois du progrès, de l'innovation, et qui est la civilisation qui a aussi amené aux plus grandes barbaries de l'histoire et à des guerres et de religion et géopolitiques entre puissances qui ont failli tuer, anéantir définitivement l'Europe. Et finalement, c'est quoi le projet européen d'après-guerre qu'on appelle aujourd'hui Union européenne, mais qui a commencé avec la CECA et qui s'est traduit par les communautés européennes, mais aussi par une multitude d'organisations européennes qui participaient de la même dynamique, et notamment le CERN ou l'UR ou l'UEFA qui se trouve paradoxalement en Suisse, mais la Suisse a vocation et avait vocation à être au cœur de cette dynamique collective. C'est en fait la volonté de remplacer l'état de guerre par l'état de paix, le rapport de force par le rapport de droit, et puis le principe de division des mêmes, parce que c'est beaucoup d'États qui se ressemblaient beaucoup, avec des populations qui se ressemblaient beaucoup, qui se sont fait la guerre, par le principe d'unité dans la diversité. C'est ça le projet de l'Union européenne, et c'est un projet au long cours qui est récent finalement, puisqu'il naît dans l'immédiat après-guerre, il a un peu plus de 70 ans aujourd'hui, et il a réussi à surmonter ce que j'appelle la malédiction de la 3e génération. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Brésil, de l'Empire brésilien, qui était considéré comme un empire républicain avec un président très progressiste. Et jusqu'à quelques semaines avant l'effondrement de l'Empire, tout le monde pensait qu'il allait encore durer
très longtemps. Et on arrivait à la troisième génération qui avait oublié les raisons de la philosophie impériale, qui était une philosophie républicaine et progressiste, et qui a voulu, qui l'a renversée parce qu'elle voulait prendre le pouvoir. Et cette troisième génération, eh bien, en Europe, elle a passé, on est déjà à la quatrième. C'est la troisième génération qui a fait faillir l'Union soviétique. C'est la troisième génération qui a fait faillir l'Empire austro-hongrois ou l'Empire allemand. L'Union européenne, elle est encore là. Et donc, c'est à cette génération qui arrive, qui n'a plus l'ADN historique de l'Europe, d'inventer un nouveau récit commun. Et je crois que c'est la responsabilité, ta responsabilité, Raphaël, et ma responsabilité, la responsabilité de tous ceux qui sont là autour de nous aujourd'hui. Voilà, je dois apporter une petite correction. Il m'a demandé de le faire quand il fait référence au président de l'Empire brésilien. C'était un empereur, c'était Pierre II. Donc voilà, peut-être une première réaction à ça pour vous, monsieur l'ambassadeur. L'Union européenne, un projet d'avenir? Si oui, pourquoi? À vous la parole. Le micro est de côté. Ouais. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Bien entendu, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par Guillaume Clossat, qui a bien résumé la genèse et les raisons qui ont poussé les nations européennes à s'unir. Et je dirais que ce qui était vrai alors l'est toujours aujourd'hui. Je veux dire, l'entente, la paix entre nous sont plus importantes que jamais. Nous ne pouvons pas survivre si nous nous faisons la guerre, c'est évident, mais également nos nations, toutes nos nations sont trop petites économiquement pour pouvoir influencer sur le cours des événements mondiaux. Donc, ce n'est que si nous parvenons à nous unir, à parler d'une seule voix sur les questions qui comptent vraiment aujourd'hui, les grands défis, qu'il s'agisse du changement climatique, des flux migratoires, de la sécurité ou des pandémies, ne peuvent se régler qu'au niveau global. Et l'Europe ne peut peser de façon décisive que si elle est unie. Donc oui, c'est un projet d'avenir. Je suis convaincu que nous, Européens, avons des valeurs communes. Nous avons quelque chose à offrir au monde, un modèle qui a fait ses preuves. Et donc, ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Donc, oui. Et en ce sens, est-ce qu'il y a besoin, Guillaume Clossat mentionnait la question du narratif, du récit commun, l'Union européenne, projet de paix, c'est quelque chose qui résonne peut-être un petit peu moins, mais là aussi à questionner au sein des nouvelles générations. Est-ce que l'Europe, le projet européen a besoin d'un nouveau narratif, d'un nouveau récit pour avancer? Le narratif a toujours besoin d'être adapté. C'est clair que le projet de paix résonne moins parmi les jeunes générations, car elles n'ont pas connu, et leurs parents non plus, n'ont pas connu la guerre ni l'après-guerre. Ceci étant, les jeunes générations étudient l'histoire. Mais par exemple, dans le domaine du changement climatique, il est absolument clair que ce n'est qu'en agissant conjointement au niveau mondial, mais au niveau européen aussi, que nous arriverons. Nous sommes le seul continent, ou plutôt l'Union européenne, est la seule entité qui a un projet aussi ambitieux, aussi avancé de réduction de son empreinte carbone. Je veux dire, nous avons un projet qui est extrêmement ambitieux. Certains diront que ce n'est pas assez, mais aucun continent, aucune région ne propose mieux. Et ça, c'est un thème qui, à mon sens, parle aux jeunes qui sont très mobilisés sur ce sujet qui hypothèque leur avenir. Donc, effectivement, le narratif doit être adapté aux réalités d'aujourd'hui.
Mais en matière de sécurité aussi, nous sommes confrontés à des dangers. Donc nous avons besoin de nous unir, là encore, pour pouvoir agir ensemble. Ce n'est pas les défis qui manquent, ni les raisons de rester unis. On a cru à un moment donné, avec la chute du mur de Berlin et l'écroulement des régimes communistes à l'Est, que c'était la fin de l'histoire, qu'il n'y aurait plus de problème, que nous serions tous unis et frères. Malheureusement, il n'en est rien. Mais à ce moment-là aussi, vous avez vu que tous les pays d'Europe de l'Est se sont précipités pour nous rejoindre. Il y en a un qui a fait le choix de quitter cette unité, c'est le Royaume-Uni, naturellement, la Grande-Bretagne. Je propose d'écouter une autre vidéo sur les conséquences du Brexit sur le processus d'intégration européenne. La première conséquence, en fait, c'est que les citoyens européens ont pris conscience que l'Union européenne pouvait être mortelle et qu'elle était fragile. Et on a vu, dès avant le vote britannique de 2016, partout en Europe, le sentiment, dans l'Union européenne, pas au Royaume-Uni bien sûr, mais le sentiment d'adhésion au projet européen augmentait de manière très forte. Si bien qu'aujourd'hui, on est presque au niveau les plus élevés des 2 ou 3 dernières décennies. Chose qu'on ne dit pas parce que dès qu'un journaliste m'interviewe en France, il me dit mais les Européens ne veulent pas de l'Europe, ils sont peu attachés à l'Europe. D'ailleurs, ils ne votent pas aux élections européennes. J'étais auditionné à au Sénat il y a quelques semaines et il va être la représentante des radios. Il se trouve que les élections européennes de 2019 ont vu une progression de 10 points par rapport aux élections précédentes de 2014 et que les élections européennes sont dans beaucoup d'États membres les élections où l'on vote le plus. Et donc, on raconte beaucoup d'âneries sur l'Europe que beaucoup de gens laissent passer. Mais cette dimension-là, il faut comprendre que c'est d'abord les citoyens européens qui ont réagi et qui ont marqué leur attachement parce qu'ils ont senti le caractère faillible de l'Union et combien ils en avaient besoin. Et c'est cette dynamique-là qui a amené les politiques à préserver l'unité européenne, mais ils ont très bien compris aussi qu'ils avaient des intérêts communs face au Royaume-Uni, et notamment des intérêts financiers. Et finalement, il n'aura fallu que quelques semaines pour que, après le référendum du 23 juin 2016, pour que les Européens en septembre adoptent ce qu'on a appelé la déclaration de Bratislava, qui est une feuille de route pour une sorte de renaissance européenne avec un certain nombre de priorités qui ont été menées à bien par la suite, et notamment en matière de sécurité, puisque l'Europe a progressé grâce à toute une série d'initiatives stratégiques en matière de sécurité et de défense qui n'étaient pas possibles avec les Britanniques. Mais la deuxième chose qui était impossible avec les Britanniques et qui aurait été infaisable, c'est ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Avec la crise du Covid, les Européens ont décidé un plan de relance commun. Moi, je me rappelle que j'étais au Conseil européen à l'époque, en 2012, quand il y a eu la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil européen. Le Conseil européen, c'est cette réunion qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement et qui a lieu trimestriellement et parfois mensuellement en période de crise. Les Britanniques ont dit hors de question d'inscrire cette idée à l'ordre du jour. Même la possibilité d'inscrire une idée d'un plan de relance européen ou d'une dette européenne à l'ordre du jour d'un Conseil européen était impossible. Et le seul fait qu'il soit sorti a rendu la chose tout à fait possible et normale. Et ça, c'est un grand pas. Une autre conséquence, c'est que il y avait un tabou avec les Britanniques, c'est que l'Europe devait en permanence s'élargir. Et donc, la question des frontières était une question qui était aussi impossible à penser pour les Européens. Maintenant qu'ils sont dehors, la question des frontières est pensable. Un autre élément, c'est que les Britanniques, qui ont adhéré en fait à l'Union européenne parce que par défaut, ils étaient à l'extérieur, les
communauté européenne commençait à être un succès, et ils voulaient profiter de ce succès, alors que même décliné depuis les années 30, tant du point de vue géopolitique que du point de vue économique. Et ils ont la contrepartie, c'est qu'ils, de leur soutien, c'était de mettre le logiciel ultralibéral au cœur de la mécanique européenne. Et avec leur départ, en fait, on est revenu finalement à un logiciel historique qui est un logiciel beaucoup plus équilibré, avec une dimension sociale beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, on a lancé un programme qui s'appelle SURE, de près de 100 milliards d'euros, programme européen de soutien, de financement du chômage partiel. Et ça aussi, ça aurait été impossible. Donc on voit en fait que, quelque part, le Brexit a libéré les Européens et a permis, dans la pratique, une nouvelle phase d'intégration qui aurait été complètement taboue si les Britanniques étaient restés à bord du navire. La sonnerie chez Monsieur Clossa. Vous avez mentionné tout à l'heure le défi climatique. On peut aussi parler du digital. Enfin, les défis ne manquent pas. Vous avez mentionné le fait que la dimension exceptionnelle de ce projet européen, c'est cette unité, c'est cette ambition commune. Il y a maintenant un plan de relance, Next Generation EU. Suite à ce qu'on a aussi pu entendre de la part de M. Clossa, c'est peut-être une conséquence, une bonne conséquence, si on peut le dire, du Brexit. Votre regard sur ce plan de relance? Certains parlent aussi de moments hamiltoniens. Il y a une ambition européenne qui s'est accrue. Et peut-être encore pour, là aussi, compléter, le plan de relance s'inscrit aussi dans la volonté de transformer au niveau climatique ce que fait l'UE et au niveau digital. Vous le voyez comment, ce pas-là? Ouais. J'aimerais peut-être commencer par dire quelques mots sur le cas britannique, car il est intéressant et paradoxal à plus d'un titre. Comme vous le savez sans doute, le Royaume-Uni ne s'est pas joint à la construction européenne dans un premier temps. Elle n'y croyait pas et elle pensait que le projet était incompatible avec sa notion de souveraineté nationale et d'empire qu'elle était encore, enfin plus tellement, mais un petit peu. Et donc, quelques années plus tard, lorsque la communauté des six est devenue une réalité, et qu'elle est devenue un succès, les Britanniques ont voulu, d'une part, prendre part à ce succès, et d'autre part, éviter que cette communauté ne se développe dans un sens contraire à leurs intérêts, qu'il y ait un rival sur le continent européen qui puisse leur faire de l'ombre. Donc, ils ont adhéré clairement pour brider la construction européenne. Ceci étant, tout n'a pas été négatif. Ils ont joué un rôle extrêmement positif et constructif dans l'achèvement du marché intérieur. C'est quelque chose qui correspondait à leur vision du libre-échange et du libéralisme. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur, l'opinion publique et les partis politiques n'ont jamais soutenu sans réserve l'Union européenne. Au départ, c'était les travaillistes qui étaient plutôt réservés, de peur que cela affecte le niveau de vie des travailleurs. Ensuite, les travaillistes sont devenus pro-européens, surtout lorsque l'Europe sociale a vu le jour, à l'époque de Mme Thatcher, justement. Et ce sont les conservateurs qui, progressivement, pendant le gouvernement de Mme Thatcher, sont devenus de plus en plus anti-européens, en tout cas une aile de ce gouvernement. La presse, elle, a joué un rôle très négatif. La presse est presque unanimement anti-européenne. Les tabloïds qui sont contrôlés par un ou deux groupes étrangers, d'ailleurs, essayent de s'aborder l'Union européenne par tous les moyens. Le gouvernement britannique, et en cela il n'était pas unique, n'a jamais défendu ou promu l'idée européenne.
Ça, je dois dire que c'est une idée ou une pratique assez répandue parmi nos gouvernements quand ils reviennent d'un conseil des ministres ou d'un conseil européen à Bruxelles et que les choses se sont bien passées, c'est parce qu'il a bien défendu l'union nationale. Et lorsque les choses tournent mal ou un peu de façon contraire à leurs intérêts, c'est parce que ces gens dans les institutions européennes ne comprennent rien et sont incompétents. Alors bon, au fil des ans, c'est quelque chose qui s'imprègne chez les gens quand on critique un projet et qu'il n'y a personne pour le défendre, et il devient plus vulnérable. Quant aux causes immédiates du Brexit, je dirais deux choses. Dans le référendum, il y a deux éléments qui semblent avoir joué en faveur du départ. Deux éléments, deux ou peut-être trois. L'un était l'immigration. Nous sommes submergés d'étrangers. Alors, c'est quand même paradoxal parce que le Royaume-Uni était pratiquement le seul pays, je crois qu'il y en avait deux, à ne pas avoir imposé de mesures transitoires en 2004 lors de l'élargissement à l'Est. Il en avait la possibilité. Les Britanniques, à l'époque, sous Tony Blair, ont dit « Nous, on veut que les étrangers viennent chez nous parce que c'est un facteur de croissance et de dynamisme pour notre économie. » L'autre, c'était la possible adhésion de la Turquie, qui était un véritable épouvantail dans ce référendum. Or, là encore, le Royaume-Uni, sous des gouvernements successifs, était le soutien le plus indéfectible de la candidature turque. Et alors que dans le référendum, je veux dire, tout le monde se passait la patate chaude, les Antilles disaient « mais enfin, la Turquie va adhérer », et ceux qui poussaient pour l'adhésion de la Turquie disaient « mais enfin, jamais, vous n'y pensez pas, ça n'arrivera pas ». Et puis, troisièmement, la question des transferts financiers qui était tout à fait ridicule, mais un débat ridicule, puisque l'adhésion, enfin à l'Union européenne coûtait à chaque Britannique l'équivalent d'une tasse de café par an. Alors on voit maintenant que le Royaume-Uni a dû recruter des dizaines de milliers de douaniers, de négociateurs commerciaux, d'experts vétérinaires ou phytosanitaires pour dupliquer ou répliquer tous les services qui étaient rendus par les instances communautaires. Donc, je crois qu'on se rend compte que c'était une fausse bonne idée, ou peut-être pas, mais maintenant, c'est trop tard. Et moi, je dirais quand même que le Brexit, quoi qu'on en dise, n'était pas une bonne chose, ni pour l'Union européenne, ni pour le Royaume-Uni. De perdre la deuxième économie de l'Union européenne est quand même une perte considérable en termes économiques, financiers, d'expertise, de réseau. Les Britanniques avaient beaucoup à apporter. Mais d'un autre côté, et c'est ce que disait l'intervenant, en français on dit « à quelque chose, malheur est bon ». On a gagné un peu en cohésion. On s'est rendu compte, les citoyens, mais également la classe politique, qu'il y avait un danger mortel pour l'Union européenne. Et là, j'ouvre une parenthèse. Si Cameron a joué avec le feu à l'époque, c'est parce qu'il voyait que l'Europe était dans un moment de faiblesse suite aux crises successives. Et il s'est dit que dans le pire des cas, si le Royaume-Uni sortait, ça allait achever l'Union européenne. Jamais les Britanniques n'auraient tenté un référendum dans les années 80 ou 90, à l'époque de Thatcher, quand nous étions en train d'achever le marché intérieur et quand les choses allaient bien. Jamais. Je veux dire, c'était impensable. Ils se sont, je pense, tiré une balle dans le pied, mais ça a été une perte pour tout le monde. Alors, effectivement, on a gagné en cohésion, et je suis d'accord, on n'aurait jamais pu adopter ce paquet de relance avec les Britanniques autour de la table. Donc, à quelque chose, malheur est bon, nous avons gagné en cohésion, nous avons gagné en dynamisme. Cela a permis à tous les États membres de réaffirmer leur attachement à la construction communautaire. Je dois dire que j'étais moi-même surpris du degré de cohésion de tous nos États membres. Les Britanniques sont des très, très, très grands spécialistes de la manipulation.
Ils ont pratiqué cela pendant des siècles. Et dans toutes les colonies, partout où ils sont allés, ils ont réussi à dresser les hindous contre les musulmans, les grecs chypriotes contre les chypriotes turcs, les palestiniens contre les juifs. Enfin, ils sont très très forts dans ce domaine. Et donc, je suis désolé, je ne suis pas très diplomate, mais c'est la vérité. On vous apprécie pour ça, justement. Le fait qu'ils aient échoué à diviser nos États membres est vraiment, pour moi, un signe d'espoir et de confiance claire en notre avenir commun. Je peux rebondir là-dessus. Durant la crise, durant la pandémie, et puis surtout au début de la pandémie, où la réponse européenne a pris peut-être un petit peu plus de temps que ce qu'on aurait souhaité au niveau de son émergence. On a eu ces images qui étaient terribles en termes de communication, de charters chinois arrivés au nord de l'Italie. L'UE a poursuivi avec une politique qui était de ne pas limiter les exportations du vaccin. Tout ça a été naturellement utilisé contre elle par notamment un gouvernement de Boris Johnson. Est-ce qu'on a vraiment appris de cette crise-là, dans le sens appris à montrer du muscle aussi, à ne pas juste rester unis et faire de la politique en douceur, avec grande politesse? Comment est-ce que vous voyez ce développement-là, si on a... Alors, la question est intéressante parce que je sais que vous connaissez tous un peu comment fonctionne l'Union européenne, mais si vous le permettez, je vais quand même faire une ou deux remarques, à savoir que les institutions européennes et l'Union européenne n'a de compétences que lorsque les États membres les lui ont déléguées. Et donc, au départ, c'est des compétences pour gérer le charbon et l'acier, et puis après le marché commun, avec ce que cela implique. La santé publique n'en a jamais fait partie. Par contre, à chaque fois qu'il y a un gros problème qu'on ne sait pas comment gérer, une patate chaude qui dépasse les frontières de chaque État, on refile le bébé à l'Union européenne, à la Commission, qui n'a jamais dit non. Et donc, lorsque ce problème est arrivé, on a voulu trouver une solution commune, mais il faut savoir que nous n'avons pas de compétences ni d'expérience en matière de lutte contre les pandémies. Et donc, on a dû improviser. Et dans un premier temps, nos États membres se sont repliés sur eux-mêmes. Ça a duré quelques jours, voire quelques semaines. Ça a été la catastrophe, là aussi. C'était un danger mortel pour le marché intérieur. Les produits agricoles ne circulaient plus. Les travailleurs saisonniers ne pouvaient pas venir pour aider avec les récoltes, etc., etc. Donc, on a dû se mettre autour d'une table, s'assurer que le marché intérieur fonctionne et prendre des décisions pour financer la recherche. C'était un grand effort de coopération internationale qui allait au-delà de l'Union européenne, mais qui a été, comment dirais-je, c'est la Commission européenne qui a donné l'impulsion de se réunir, de collecter des fonds considérables pour faire en sorte que l'on puisse arriver à un vaccin en l'espace de 12 mois. C'était un succès considérable. Ensuite, nos États membres ont donné mandat à la Commission, qui n'avait aucune expérience en la matière, pour négocier avec les industries pharmaceutiques. Et je dois dire, bon, on n'est pas encore sorti de l'auberge, donc on fera les comptes à la fin, mais on ne s'en est pas tellement mal tiré. Je veux dire, les taux de vaccination dans l'Union européenne sont élevés. Là où ils ne le sont pas, c'est parce que la population est rétive par rapport aux vaccins. Ce n'est pas parce que les vaccins n'existent pas. Et donc, on a adopté ce plan de relance qui nous permettra de sortir de la crise économique par le haut. Il faut essayer de réfléchir et de se demander ce qui se serait passé si chacun avait agi de son côté. Les Allemands, les Danois, les Suédois, les Néerlandais auraient raflé tous les vaccins à des prix très élevés. Les pays pauvres n'auraient rien eu. Ça aurait causé de nouvelles fractures, des ressentiments, des tensions. Ça aurait pu, là encore, être
la fin du projet européen. Donc, je dirais, on s'en est pas si mal sorti. En même temps, nous sommes la région qui a le plus exporté, qui a le plus donné. Je sais que ce n'est pas assez. Je sais qu'en Afrique subsaharienne, on n'a pas assez de vaccins. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a maintenant une nouvelle variante qui va nous tomber dessus. Mais personne n'a fait plus que l'Union européenne. On a exporté autant de vaccins qu'on a consommé chez nous. À un moment donné, on a imposé un contrôle des exportations, mais je crois qu'on a dû bloquer une ou deux livraisons. Je crois l'une concernait l'Australie et la justification était qu'à l'époque, l'Italie était en manque de vaccins alors qu'en Australie, il n'y avait pas vraiment de problème. Donc, on n'a pas fait du nationalisme vaccinal. Bien entendu, on prend soin des siens d'abord, mais on a aussi contribué à la dissémination des vaccins de par le monde. Donc, je crois que là encore, c'est un exemple concret du fait que nous sommes plus forts ensemble et que nous pouvons agir de façon plus efficacement. Merci. Peut-être que dans la salle, il y a déjà des questions à ce stade ou autrement, vous pouvez volontiers les préparer et je les intégrerai à la... Alors là-bas, il y a deux mains qui se lèvent. Le monsieur avec le pull rouge. Votre nom, prénom et puis votre question. Une question volontiers, puis pas de remarques. Till Burkhardt, Opération Libéraux. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, et merci aussi indirectement à Guillaume Clossat d'avoir esquissé quelques défis de l'Union européenne. La question que j'aurais, ce qui a été mentionné, c'est le plan de relance. Un plan de relance probablement nécessaire, mais je pense un plan qui serait très, très difficilement vendable dans un pays comme la Suisse. Donc, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous expliquez aux Suisses pour justifier un tel plan de relance qui demande une certaine union fiscale qui ne fait pas l'unanimité, notamment dans les pays donateurs. Une grande question sur le plan de relance et ça. Alors, si ça fait l'unanimité en Suisse, je n'en sais rien, puisque la Suisse n'est pas membre, personne ne lui a rien demandé. Je dirais quand même que la notion de solidarité, d'assistance aux plus faibles n'est pas une notion étrangère en Suisse. Je veux dire, la Suisse est quand même le pays qui a vu naître la Croix-Rouge internationale, par exemple. Donc, je pense qu'il n'est pas tout à fait impensable d'expliquer ce plan de relance. Mais ce plan de relance n'a pas comme seul objectif la solidarité. La Suisse dépend, pour sa prospérité, de ses exportations. 1 franc sur 2 est gagné sur le marché européen. Si les Allemands, qui ne sont pas forcément de nature beaucoup plus généreuse que les Suisses, je dis ça comme ça, ont décidé de s'engager là-dedans, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que si les marchés italiens, espagnols et français devaient demain s'écrouler, ils ne pourraient plus écouler leurs exportations. Ça aurait des conséquences néfastes pour leurs entreprises. Si les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, ont lancé le plan Marshall, ce n'était pas non plus uniquement par grandeur d'âme. Il y a de cela aussi, quoi. Et nous devons tous être reconnaissants de tout ce que les Américains ont fait pour nous. Mais c'était aussi et surtout parce que sans une Europe économiquement viable, la prospérité des États-Unis serait affectée. Donc, je veux dire, quand votre voisin va bien, vous allez bien aussi. On n'est plus à une époque où on vit en autarcie dans son petit village au fond de la vallée et où le monde qui nous entoure ne nous affecte pas. Nous vivons dans un monde où nous sommes interdépendants et ce plan de relance est la condition sine qua non pour une relance généralisée de l'économie de l'Union européenne qui sera bénéfique à la Suisse et au monde. Merci. Je prends une deuxième question et ensuite un extrait vidéo, puis après on reprend d'autres questions, si ça vous va.
Mario. Merci. Mario Carrera, membre du MES. Une question sur le défi migratoire. Réforme de Dublin, Schengen et puis les pratiques de Frontex. On n'a pas la Suisse de leçons à donner à l'Union européenne parce qu'on est tout content que... Mais enfin, il y a d'immenses problèmes. Méditerranée, en Europe de l'Est, Biélorussie maintenant. Puis depuis une année, plus d'une année, la Commission a lancé un vaste programme de réforme de la politique migratoire, mais qui prend pas. Il y a beaucoup de divergences, etc. Quelles sont les perspectives, les informations que vous avez? Parce que c'est un immense problème. Vous l'avez dit avant, on est interdépendant. Et dans le domaine migratoire, c'est le cas. Ben, évidemment, la Suisse aussi. Merci. Oui, vous avez raison. C'est un immense problème. Là encore, au départ, la migration ne faisait pas partie des compétences communautaires. On a dû se rendre à l'évidence que dans un marché intérieur où les personnes, tout comme les marchandises et les services circulent, il fallait une politique migratoire. Donc on n'a pas pensé, on n'a pas imaginé à l'époque qu'on serait face à de telles vagues et à de tels problèmes qui font qu'aujourd'hui, notre politique doit être revue. Et la Commission a fait des propositions dans ce sens. Ces propositions sont en discussion au niveau du Conseil. S'agissant d'une question, comment dirais-je, très sensible, les décisions devront être prises, je pense, à l'unanimité. Et c'est donc la raison pour laquelle cela prend du temps, c'est difficile, mais j'espère qu'on y arrivera. C'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir une politique plus équilibrée. Mais il faut comprendre que le thème est très, très difficile. Certains États membres ont des positions très éloignées des autres. Et donc, il faut du temps pour convaincre et arriver à un bon compromis. Tout comme en Suisse, les choses ne se font pas du jour au lendemain non plus. On a là touché quelques thématiques différentes. J'aimerais en ajouter une, c'est celle de la démocratie. On peut peut-être diffuser la vidéo numéro 5 et puis réouvrir la discussion suite à ça. Je crois que le véritable enjeu aujourd'hui, je dis qu'il y avait une nouvelle civilisation européenne, je pense que cette civilisation doit être une civilisation citoyenne. Et les Européens ont perçu cette dimension dans cette perspective. D'ailleurs, suite à un lobbying qu'on avait fait avec beaucoup de personnalités européennes, même suisses, puisque Lionel Bayer y avait participé avec d'autres, la conférence sur l'avenir de l'Europe a eu lieu, mais cette conférence, elle n'est pas assez inclusive, elle n'est pas assez massive. Et donc le sujet, puisque cette conférence elle devait se finir en mars, je pense qu'elle va durer un an de plus, c'est de penser à une V2 qui permette d'inclure plusieurs dizaines de millions de citoyens européens. Et ce que je peux dire, c'est que l'expérience que j'ai de la démocratie participative européenne, notamment avec l'expérience européenne, où on a touché dans 25 langues des citoyens de 27 nationalités, c'est que quand on offre la possibilité aux citoyens européens de penser l'Europe non plus à l'échelle nationale en silos, comme si l'Europe c'était 27 silos nationaux, mais comme un espace public partagé, les taux de participation sont 2 fois supérieurs à une participation pour un exercice national comparable. Ce qui veut dire qu'il y a une appétence des citoyens européens à écrire la suite de l'histoire européenne. Et donc, le vrai sujet, c'est d'être innovant sur les modalités qui permettent aux citoyens de participer, de s'exprimer sans doute de manière continue. Et je crois que les technologies, puisque c'est un des sujets sur lesquels je travaille, permettent de penser aujourd'hui une vraie démocratie plurinationale, multilingue, continue, en s'appuyant sur les derniers développements de l'intelligence artificielle, de la traduction automatique, des évolutions numériques qui permettent une interactivité plus grande. Et donc, c'est ça notre défi, c'est de trouver
de trouver des bonnes modalités, sachant qu'il ne faut pas oublier que la démocratie, c'est un processus qui est dynamique et qui a toujours tiré parti des développements technologiques et sociétaux. Et là, on est dans une période où il y a de grands développements technologiques et de grands développements sociétaux, ce qui veut dire qu'on est à un moment où on peut écrire une nouvelle page de l'histoire européenne. Alors vous me direz, il n'y a pas de peuple européen, mais je dirais il y a une société européenne, et puis il y a un démos européen, il y a une communauté politique de citoyens et d'États qui ont conscience que leur avenir s'écrit ensemble et qui veulent participer. Ce n'est pas un peuple ou une nation à proprement parler, mais c'est un démos au sens grec, c'est-à-dire une communauté politique. Et ça, c'est un atout considérable qu'il ne faut pas négliger. Et à partir du moment où on a conscience, je pense que ça change la donne et ça permet d'écrire, de penser différemment l'avenir de ce continent et de l'Union européenne. Avec un jour, j'espère, la Suisse, puisqu'elle y a sa place. Mais la difficulté de la Suisse, c'est que c'est un pays qui est à certains égards exceptionnel et en avant-garde, puisque c'est une mini-Union européenne à elle seule. Et c'est difficile d'inscrire une mini-Union européenne au cœur de l'Union européenne. C'est un défi identitaire et c'est un défi politique. Mais je ne pense pas qu'il soit souhaitable que la Suisse et que les Suisses restent en quelque sorte le passager clandestin de l'Union en profitant de ses avantages sans contribuer à sa dynamique politique et avoir sa petite lumière, son intelligence au service du collectif. Je pense que ça grandirait extraordinairement cette grande confédération qui est la Confédération helvétique. Peut-être directement une question. Vous partagez ce constat, il y a un démos européen, une communauté européenne, et est-ce que, si elle existe, est-ce qu'on en est conscient, est-ce qu'on en profite de cette chance, ou c'est quelque chose qui passe inaperçu de par la structure des institutions où naturellement les États membres nationaux jouent un grand rôle? Je dirais que de plus en plus, on voit émerger ce démos européen. Mais je dirais que encore aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement marginal. En anglais, on dit que toute politique est locale. Et je crois que ça vaut en Europe comme ailleurs. Moi, je vois chez moi en Grèce ou en Belgique la passion avec laquelle les gens se déchirent pour les élections communales ou locales, parce que, évidemment, on connaît les candidats, très souvent, on les aime ou on les déteste. Ils vont changer le sens de circulation dans votre rue, ou vous imposer une interdiction de stationner votre mobilette sur le trottoir d'en face. C'est des choses qui déchaînent les passions. D'un autre côté, l'Union européenne n'a pas ce genre de pouvoir. Heureusement, je dirais. Et surtout, elle n'a pas le pouvoir aujourd'hui de mettre la main dans le portefeuille du citoyen et de dire, voilà, on va augmenter les impôts pour financer telle ou telle dépense. Il faut savoir, je ne sais pas si vous êtes conscient, que le budget communautaire décidé par les États membres pour une période de 7 ans représente 1% de notre PIB collectif. 1%. Maintenant, avec le fonds de relance, on va arriver à presque 2 ou 1,8, mais c'est censé être provisoire, temporaire. Donc 1%, on est loin du super-État. Aussi en termes de... parce qu'on parle souvent de bureaucratie tentaculaire à propos des institutions européennes. Les institutions européennes emploient autant d'agents qu'une ville moyenne en Europe. Je veux dire, la ville de Lyon emploie autant de gens que toutes les institutions européennes. Juste, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous passe un message, là. Merci, c'est très gentil, 5 minutes. On a été trop long. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, et puis, on a dit quelque chose sur la Suisse. Alors, oui. Là, je veux dire que c'est quelque chose qui m'interpelle un peu. J'en profite pour saluer au passage mon collègue Jean-Claude Meyer, l'ambassadeur du Luxembourg, qui, lorsque je suis venu lui rendre une visite de courtoisie
il y a un an, m'a dit c'est quand même incroyable que on ait tous ces problèmes avec la Suisse qui finalement est un peu, nous avons un peu comme copié son modèle. C'est comme si elle nous en voulait d'avoir copié son modèle. C'est quelque chose comme ça. J'espère que je reflète bien ce que tu as dit. Et j'avais trouvé ça surprenant parce que, au contraire, moi j'aurais pensé que la Suisse devrait être contente, devrait se reconnaître dans cette copie pas conforme, enfin, de ce modèle, de déléguer une partie de sa souveraineté à une entité plus large pour se protéger des dangers extérieurs, pour être unis, pour faire des choses ensemble, et donc que cela devrait aller de soi. Donc ça m'étonne un peu, et l'orateur l'a dit aussi, que pour nous, c'est difficile de nous intégrer parce que nous sommes déjà intégrés. Ben justement, vous avez l'habitude, ça devrait aller de soi plus que pour les citoyens d'un pays centralisé. Et il a aussi utilisé le mot passager clandestin, et je l'en remercie parce que c'est quelque chose que j'ai souvent pensé, mais jamais dit. Et c'est vrai que quand on parle de l'adaptation dynamique de l'acquis ou de la contribution à la cohésion de l'Europe. Tout à l'heure, nous parlions du plan Marshall et du plan de relance européen. La cohésion, c'est un peu la même chose, d'essayer d'avoir un développement équilibré sur le territoire de notre marché intérieur pour faire en sorte que l'on aide les régions en retard de développement pour que pas tout le monde veuille aller au Luxembourg ou en Suisse pour travailler. C'est quelque chose qui, j'aurais pensé, devrait être facilement compréhensible par la Suisse. Et j'en profite pour saluer aussi Erich Nussbaumer, qui, lui, fait beaucoup d'efforts pour renforcer cet effort de cohésion en tant que parlementaire, et je l'en remercie. C'est apprécié, c'est un travail de longue haleine, je le sais, mais c'est important, et effectivement, il n'est pas acceptable que la Suisse soit un passager clandestin dans le marché intérieur. Absolument. Je me permets une question en lien avec la Suisse, une question d'actualité peut-être, juste encore, mais une réponse très courte. Puis je prends encore deux questions et je termine dans les temps. Horizon Europe, ça c'est un projet qui contribue à développer, à faire prospérer une communauté européenne. Et la Suisse n'y participe aujourd'hui pas entièrement. Vous avez mentionné Eric Nussbaumer, il y a des propositions, il y a des efforts qui sont faits pour débloquer ce dossier-là. Là, c'est vraiment Suisse-Europe. Il en est quoi pour la suite? L'année prochaine, ça va jouer, Horizon? On va y arriver? Bonne question. Alors, bon, il faut quand même préciser plusieurs choses. D'une part, la Suisse n'est pas exclue d'Horizon. Elle peut participer, mais elle ne bénéficie pas de financement. Donc, elle doit financer elle-même les bourses de ses participants. Or, la Suisse est un pays riche, elle peut se le permettre. Secondo, si la Suisse a été dans un premier temps exclue, entre guillemets, enfin, ou pas associée, c'est d'une part parce qu'elle devait de l'argent au budget communautaire, la contribution à la cohésion n'avait plus été payée depuis 2013, et que, secondo, il faut négocier un accord, ça c'est une question, comment dirais-je, technique, juridique, afin de participer. Donc ça, c'est deux éléments importants, mais je dois en ajouter un troisième, c'est que dans cette négociation d'un accord, ou dans cette décision de négocier ou de ne pas négocier un accord avec la Suisse, nous allons tenir compte de l'état de la relation en général. Je veux dire, ça peut ne pas plaire, mais c'est légitime. Je veux dire, quand on a quitté l'accord cadre, il y a une série de personnes qui ont dit « il n'y a aucun problème, nos accords restent, ils fonctionnent très bien, on ne donne pas à l'Union européenne ce qu'elle veut, ce qu'elle demande depuis des années, mais l'Union européenne va continuer à nous donner ce que nous voulons. » C'est sympathique, mais je veux dire, personne n'a donné mandat à ces gens de parler pour nous.
Donc, pour le moment, l'Union européenne a une politique, comment dirais-je, non pas hostile, parce qu'il n'y aura jamais d'hostilité vis-à-vis de la Suisse, ni même d'animosité, mais je dirais de refroidissement ou d'exclusion. C'est désagréable pour moi qui suis ambassadeur ici. Mon ambition est de voir des relations florissantes, les meilleures possibles. Quand je vais partir d'ici, de dire que les relations sont meilleures que quand je suis arrivé. Donc, si vous voulez mon avis personnel, cette situation ne me plaît pas. Mais je veux dire, quand le Conseil fédéral a pris cette décision, qui pour moi est toujours incompréhensible, de quitter la table des négociations, il devait bien se douter que la réaction de l'Union européenne ne serait pas favorable. On n'allait pas dire ah ben, très bien, on continue comme si de rien n'était, on a nos 120 accords, tout va bien, allons de l'avant. Donc voilà, je ne peux pas vous donner une réponse plus claire que celle-ci. J'espère que le problème va s'arranger, mais pour le moment, nous sommes dans une impasse. Et comme l'a dit le vice-président Šefčovič à l'issue de sa réunion avec le conseiller fédéral Cassis, la relation entre la Suisse et l'Union européenne mérite plus que d'être dans cette impasse, mérite mieux que cela. Alors, merci pour ces précisions et c'est rassurant de voir que entre Monsieur Šefčovič, à Bruxelles et vous ici à Berne, les messages sont les mêmes. Donc, on voulait s'assurer de ça, vu l'actualité. Mais peut-être une toute dernière question pour terminer ce bloc-là. J'ai vu une question, Jean-Baptiste Devecq, et puis peut-être je prends Jean-Richard encore, mais Jean-Baptiste, volontiers. Je voudrais revenir un instant au Brexit et à ses conséquences. Je me souviens, lorsque Churchill était à Londres, de l'appui attendu et réussi des États-Unis. Cette amitié qui a sauvé l'Europe et qui a permis cette fédération européenne, cette Union européenne que nous avions, est due en grande partie à cette alliance entre les Américains et les Européens, encore libres à cette époque, c'est-à-dire les Britanniques. Et je constate que maintenant, après le Brexit, cette Amérique qui a sauvé la liberté de l'Europe a rompu, s'est permise de rompre cette amitié de différentes manières, nous l'avons vu. Et c'est ça que je voulais dire. Il faut retrouver la confiance. Il faut éviter que nous allions dans une nouvelle guerre mondiale. Nous voyons des signes inquiétants dans différentes inimitiés entre grands pays. Et nous ne pouvons plus compter sans condition sur les alliés de Churchill. Merci. Merci. On peut peut-être conclure là-dessus. Une remarque encore. L'UE, l'Europe, seule face aux Américains, à la Chine, elle doit se réveiller pour pouvoir encore voir son avenir sous un angle, enfin avec espoir et puis avec... oui. L'Union européenne doit trouver sa place sur l'échiquier mondial, elle doit défendre ses intérêts. Nous n'avons pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre entre ces rivalités. Ceci étant, je ne partage pas votre avis que les États-Unis, surtout en ce moment, ont une politique hostile vis-à-vis de l'Europe. Le monde a changé. L'Amérique est confrontée ou pense être confrontée à des dangers, à des défis nouveaux du côté du Pacifique, et donc elle n'a pas l'envie ou les moyens de consacrer autant d'énergie à la défense de l'Europe. Il est vrai aussi
que notre taille économique, démographique, notre puissance technologique est telle que nous devrions essayer de nous affranchir de cette tutelle américaine. C'est la raison pour laquelle nous essayons de construire l'Europe de la défense, de faire en sorte que nous ayons une plus grande autonomie pour agir lorsque c'est nécessaire dans notre voisinage immédiat. Au moins, nous n'avons pas l'ambition de devenir une grande puissance militaire ou de nous lancer dans des aventures, mais il n'est pas normal que nous soyons aussi dépendants des États-Unis, sans que cela implique le moindre, comment dirais-je, sentiment inamical vis-à-vis des États-Unis, qui reste un grand allié, une relation extrêmement importante, notre principal partenaire commercial, et je pense que cette amitié avec les États-Unis va durer. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. L'apéritif sera probablement aussi une occasion pour poursuivre les discussions. Naturellement, 1 heure, c'est bien trop court pour couvrir tous ces défis-là. Mais merci d'avoir pris le temps de partager vos réflexions avec nous. Merci à Guillaume Clossat aussi. Vous pouvez le laisser comme ça. Et puis, on vous retrouve tout à la fin de l'après-midi pour un petit mot de conclusion et on vous remerciera encore une fois à cette occasion.